Le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert ce mardi, alors que les démocrates la jugent historique. Cette procédure ne devrait pas inquiéter le président états-unien en déplacement au Forum économique mondial de Davos. Alors que le mouvement de grève contre la réforme des retraites semble toucher à sa fin, les syndicats contestataires pointent du doigt le rôle de la CFDT dans la défaite du mouvement social. Un syndicat de collaboration qui effectue un recentrage depuis plusieurs décennies et qui entretient de nombreux liens avec le pouvoir en place. Madame, Monsieur, bonsoir. Donald Trump entre Washington et Davos. Alors que le procès en destitution du président états-unien débute ce mardi, Donald Trump est à Davos en Suisse pour participer au Forum économique mondial et ne semble pas vraiment inquiet quant à l'issue de la procédure. Thibaut Bastide. Un moment historique pour les démocrates, une journée comme les autres pour Donald Trump. Après plusieurs mois de débats et les mises en accusation à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates, le procès en destitution du 45e président des États-Unis s'est ouvert ce mardi à Washington devant le Sénat. Alors que les démocrates ont multiplié les assauts pour fragiliser le locataire de la Maison-Blanche, la procédure devrait finalement se dérouler sans peine, le verdict étant déjà connu. En effet, avant même la transmission des mises en accusation contre Donald Trump dans le dossier ukrainien, le Sénat, favorable au président états-unien, avait calmé les ardeurs des opposants, garantissant un acquittement. Un acquittement qui pourrait être immédiat, en croire les avocats du milliardaire et le président du Sénat. Lundi, à la veille de l'ouverture des débats, le patron des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a dévoilé une partie du calendrier qu'il espère bien faire voter ce mardi. Il aurait l'intention d'accorder 24 heures de débat à l'accusation, c'est-à-dire aux 7 démocrates choisis pour jouer le rôle de procureur, et autant à la défense de Donald Trump. Ce laps de temps serait divisé en 2 sessions de 12 heures réparties sur 2 jours. Sans surprise, ce calendrier devrait être adopté ce mardi lors du vote des 100 sénateurs sur cette résolution qui doit fixer les règles du procès. 53 sièges sur les 100 que compte le Sénat étant aux mains des Républicains. Un procès mené tambour battant pour régler au plus vite l'affaire. Pas de quoi donc inquiéter Donald Trump qui se trouve à Davos en Suisse pour participer au Forum économique mondial. Brièvement interrogé sur la question ce mardi matin, le locataire de la Maison-Blanche a tout simplement dénoncé une chasse aux sorcières ainsi qu'une vaste farce, estimant de fait qu'il était plus intéressant de rencontrer des leaders mondiaux afin de conclure des affaires commerciales. Car à 9 mois de l'élection présidentielle états-unienne, Donald Trump le sait, son bilan économique sera certainement l'un de ses atouts majeurs pour une éventuelle réélection. Il faut dire que les chiffres attestent de cette réussite. Un taux de chômage à 3,5%, son plus bas niveau depuis 50 ans, 7,5 millions d'emplois créés depuis le début de son mandat et la bourse en hausse de 50%. Et l'ancien magnat de l'immobilier ne s'est pas privé d'en faire l'éloge lors de son discours à Davos. Ainsi, le président candidat ne semble pas vraiment préoccupé par la tenue des débats en cours de l'autre côté de l'Atlantique. Un procès spectacle qui pourrait se retourner contre ses instigateurs. En effet, la règle impose que tous les sénateurs soient présents 6 jours sur 7. Les sénateurs candidats à l'investiture démocrate ne peuvent donc pas faire campagne, notamment Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ce qui pourrait avoir un impact dans la course à la Maison-Blanche et une nouvelle fois profiter à Donald Trump. La CFDT, petit soldat fidèle du président Macron, le syndicat de collaboration qui s'est rangé du côté de la majorité dans le cadre de la réforme des retraites, s'attire les foudres de l'intersyndicale contestataire. Une guerre décentrale qui couvait depuis plusieurs années. Olivier Frère-Jacques. Quand le gouvernement rétablira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes. Une petite phrase en forme de boutade qui circule depuis plusieurs années et qui en dit long sur la considération que peuvent avoir les syndicats contestataires vis-à-vis de la CFDT. Vendredi, puis lundi, le siège du syndicat dit réformiste a subi des intrusions et des coupures d'électricité. À l'origine de ces actions, des militants du syndicat Sud, des dissidents de 30 ans de la CFDT, et d'autres de la CGT Énergie Île-de-France. Des menus incidents qui font les choux gras du gouvernement qui entend se servir de cette guerre des syndicats pour marginaliser les opposants à la réforme des retraites, à savoir la CGT et Force ouvrière. Une récupération gouvernementale dont s'est rapidement fait l'écho le ministre de la Santé Agnès Buzyn qui n'a pas hésité à mettre en lien le discours des politiciens hostiles à la réforme avec ses actions coup de poing, déclarant que la violence des mots
favorise le passage à l'acte. La ficelle est grosse quand on se souvient que le président de la République lui-même parlait du nationalisme comme de la lèpre, un discours qui ne manque pas non plus de violence. Dans une période de tension exacerbée et alors que le gouvernement est souvent pointé du doigt dans le cadre de multiples bavures policières, l'exécutif semble jouer une fois de plus la carte du pire. La récupération gouvernementale de l'opposition entre la CFDT et les syndicats contestataires paraît par ailleurs presque naturelle tant cette centrale dite réformiste est liée philosophiquement mais aussi humainement avec la sphère Macron. Adepte du compromis, la Confédération française démocratique du travail avait d'abord une approche socialiste autogestionnaire qui l'avait même conduit à conclure un pacte d'unité d'action avec la CGT en 1966. Mais quand la centrale adoptera un virage progressiste dès les années 80, l'entente avec la CGT marxiste ne sera plus possible. La CFDT et ses membres, les cédétistes, ne veulent pas de changement du système global, de révolution, mais entendent accompagner les changements de société, une démarche pragmatique, réaliste, certes, mais toujours avec des relents très progressistes. En 1995, le syndicat avait déjà souscrit à la réforme des retraites d'Alain Juppé, préférant la négociation à la confrontation. La centrale est même devenue le premier syndicat de France à la faveur du déclin cégétiste. En 2012, avec l'arrivée de François Hollande aux manettes, la CFDT sera très présente au sein des cabinets ministériels socialistes. Une consanguinité entre social-démocrates et cédétistes qui a perduré avec les libéraux-démocrates des équipes Macron. Proche du président, l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, a elle fait fortune en montant une agence de notation sociale et environnementale, Vigéo, dont les pratiques sont très controversées. Nicole Notat pourrait être un prochain ministre en cas de remaniement. Aujourd'hui, les 2/3 des membres de la CFDT sont dans le privé et le syndicat dispose de bien plus d'adhérents issus de professions intermédiaires que d'ouvriers. Une différence sociologique qui explique aussi les potentiels différents avec ses voisins de la CGT, de FO ou encore de Sud. Par ailleurs, les cédétistes de plus de 40 ans représentent 80% des effectifs. La culture du compromis avec le pouvoir est forte à la CFDT. Par exemple, le syndicat s'est montré favorable au travail du dimanche dans certains cas, mais il se montre intraitable sur des questions sociétales comme la lutte contre les discriminations sexuelles notamment. Adepte du compromis avec les puissants, mais aussi autoritaire avec les siens. Ainsi, le syndicat tourne progressivement le dos à sa culture confédérale pour adopter des comportements parfois jacobins, limite autoritaires. La Confédération sera ainsi condamnée en 2016 pour abus de pouvoir, pour avoir mis sous administration provisoire une régie syndicale affiliée à la RATP. Aujourd'hui, le règlement interne de la CFDT permet de telles mesures à titre conservatoire. La rivalité avec les autres centrales, elle, s'intensifie au fil des années et avait même atteint un pic en 2013 quand un accord de compétitivité avait été signé par la CFDT avec la direction de Renault, un accord qui prévoit une modération salariale et des départs volontaires, alors que le patron de l'époque, un certain Carlos Ghosn, était déjà réputé pour ses salaires avec beaucoup de zéros derrière. Docile avec l'effort et soucieux d'installer une cogestion dans les entreprises, la CFDT a fait le pari de la collaboration. Elle a ainsi pris plus de poids parmi les partenaires sociaux et au sein des entreprises. Une conquête qui s'est faite au prix d'un reniement, mais aussi d'une guerre devenue inéluctable avec ses concurrents de la CGT et de FO notamment. Et passons à présent à l'actualité en bref. La République en marche fait grise mine à Paris. Le candidat officiel du parti présidentiel, Benjamin Griveaux, continue sa dégringolade dans les sondages des municipales. Il a en effet déjà perdu 2 points depuis septembre dernier, malgré le ralliement récent du centriste Pierre-Yves Bournazel, censé peser 3%. Avec seulement 15%, Benjamin Griveaux arrive désormais en 3e position, derrière le maire sortant Anne Hidalgo qui caracole en tête avec 25%, malgré son bilan calamiteux. La surprise se fait sentir du côté de Rachida Dati, la candidate des Républicains. L'actuel maire du 7e arrondissement s'est hissé en 2e place à 19%. De quoi raviver le clivage gauche-droite dans la capitale. Dans la majorité, tous les regards sont tournés vers le candidat dissident Cédric Villani, perçu comme le fossoyeur de Benjamin Griveaux. En effet, le mathématicien talonne son collègue marcheur à 13%, 1 point en dessous des écologistes de David Béliard. Les listes de la France Insoumise et du candidat soutenu par le Rassemblement national Serge Federbusch arrivent à égalité à 5%. 132 614, c'est le nombre de demandes d'asile enregistrées en France en 2019, un chiffre rapporté par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, correspondant à une hausse de plus de 7% par rapport à 2018
qui enregistrait quant à elle une augmentation de 20% des demandes. Le grand gagnant des pays d'origine des demandeurs d'asile est l'Afghanistan, avec quelques 10 000 demandes par an. Malgré les incantations du gouvernement, le traitement des dossiers d'asile est toujours aussi long et les demandeurs refoulés toujours aussi peu refoulés. De quoi faire grandir encore un peu plus les campements sauvages un peu partout dans le pays et particulièrement dans la capitale. Des manuels scolaires revisitent l'histoire officielle du 11 septembre 2001, un ouvrage de synthèse et de révision de l'histoire contemporaine destiné aux élèves préparant le concours de Sciences Po s'est fait remarquer. Publié par les éditions Ellipse, le livre présente l'attentat contre les tours jumelles new-yorkaises comme, je cite, « un événement mondial sans doute orchestré par la CIA pour imposer l'influence américaine au Moyen-Orient ». Le directeur de la maison d'édition, diplômé de Sciences Po lui-même, s'est confondu en excuses en évoquant une erreur malgré un processus de relecture bien verrouillé. Le virus méconnu qui sévit en Chine poursuit sa trajectoire mortelle. L'Empire du Milieu a annoncé avoir recensé 77 nouveaux cas d'infection par un virus dérivé du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus, lequel avait tué près de 750 personnes entre 2002 et 2003 dans le monde. Proche des symptômes d'une pneumonie, le virus s'étend au-delà de la Chine. En effet, un cas avait été détecté ces derniers jours en Thaïlande et un autre en Corée du Sud. Un homme arrivé en Australie en provenance de Wuhan, la zone d'où pourrait provenir l'infection, a également présenté des signes de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé organisera une réunion de crise demain mercredi, alors que des preuves de la contagion du virus entre humains ont été faites. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez notre émission Conversation. Paul-Marie Couteau vous emmène à la rencontre d'un homme aussi brillant qu'original. Maître en éthiopathie, philosophe, musicologue, Jean-François Gaultier est aussi un penseur du Grèce et de la Nouvelle Droite. Une personnalité à découvrir. Jean-François Gaultier ne veut pas être connu, il ne fait rien pour l'être et pourtant il l'est bel et bien et dans des cercles très différents qui d'ailleurs, pour tout compliquer, ne se connaissent pas entre eux tant le personnage est multiple. Il y a ceux qui en France et à l'étranger connaissent le philosophe, il y a ceux qui connaissent le thérapeute dont les patients viennent quelquefois de très loin, d'Australie ou d'Amérique. Il y a ceux qui l'ont croisé dans tel ou tel cercle intellectuel comme le Grèce ou l'Institut Iliade, ceux qui l'ont lu dans tel ou tel journal ou bulletin chronique comme Valeurs Actuelles ou Minutes, et ceux qui connaissent le musicologue spécialiste reconnu de Palestrina et de Debussy. C'est en somme un véritable lavage de cerveau que nous soumet cet esprit immensément cultivé, immensément curieux, touche à tout un peu sauvage et singulier. Écoutons donc Jean-François Gaultier et suivons de près en pente raide cet homme océanique, vaguement diabolique, qui me fait penser à cet humaniste de la Renaissance auquel Marguerite Yourcenar, dans son roman L'œuvre noire, donnait le nom de Zénon, et auquel je ne peux m'empêcher de donner celui qui sert de titre à cette nouvelle série d'entretiens, de Monstres secrets. Découvrez également ce soir un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle de la bataille de Formigny. Après la vague d'espérance et la formidable impulsion donnée par Jeanne d'Arc, la France de Charles VII repart à la conquête du royaume afin de bouter l'anglais hors de France une bonne fois pour toutes. Et ça, nous, on adore. La libération d'Orléans et la victoire de Patay inscrivent les troupes royales dans un élan qui semble inarrêtable. Mais en Normandie, des renforts britanniques débarquent et viennent tout compromettre. Il va falloir se battre pour libérer la région. C'est la bataille de Formigny qui se prépare, où les Français et leurs alliés bretons vont acter définitivement, grâce notamment à l'utilisation de l'artillerie, la reconquête de la Normandie, 3 ans avant la victoire définitive de Castillon. Et pour poursuivre cette page histoire, Philippe Conrad évoque les origines lointaines de la défaite de la France en 1940 et Anne Sicard brosse le portrait du docteur hongrois Philipp Ignace Semmelweis, découvreur avant-pasteur des bienfaits de l'asepsie. Tout de suite, retrouvez évidemment Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
La déconstruction générale de la société française s'accélère d'année en année. Sur tous les grands sujets, déconstruction économique, immigration incontrôlée, déficit public insupportable, accroissement de la pauvreté, islamisation de la France, déconstruction sociétale, et j'arrête là cette liste sans fin, chaque année qui passe aggrave la situation de l'année précédente. Le monde de la résistance, qu'il s'agisse des résistants de la première heure ou de la dernière heure, commence à douter, laisse entrevoir sa perplexité et tombe parfois dans le pessimisme le plus noir. La question qu'il se pose est bien légitime. Tout n'est-il pas fichu? Faut-il encore résister? Le pessimisme ambiant est bien compréhensible. Les dérives sociétales successives votées par le législateur depuis des années tentent à prouver que résister ne sert à rien. La loi Taubira est à cet égard exemplaire. Rien n'a fait dévier d'un pouce la décision prise par le gouvernement de faire passer cette loi. Globalement, le monde de la résistance a acté cette dérive et a décidé de passer à autre chose. Erreur tragique, puisque la chose suivante est la PMA. Rien ne fera dévier d'un pouce la décision prise par le gouvernement de faire passer cette nouvelle loi. Cette nouvelle dérive sera actée par le monde de la résistance qui passera à autre chose, c'est-à-dire à la GPA. Toutes les dérives s'empileront ainsi les unes après les autres. Revenons à la PMA. Il y avait un rayon de soleil pour le monde de la résistance. Ce rayon s'appelait le Sénat, dominé par l'opposition et qui allait donner de la voix. Pour avoir donné de la voix, le Sénat a donné de la voix. Il s'est couché devant le projet de loi bioéthique proposé par le gouvernement et le rapporteur du parti Les Républicains a même aggravé les choses. Il en est résulté que ce rapporteur, qui au demeurant était une femme, s'est fait reprendre par Madame le ministre Agnès Buzyn, qualifiant d'eugéniste un amendement proposé par les Républicains. Ce qui est tout de même un comble, ce qui est une inversion extraordinaire. Les Républicains, pseudo-garants d'une pseudo-vision de droite de la société, ont donc enfourché joyeusement, fouette cochée, le cheval de bataille déconstructiviste de la macronitude en marche. Les résistants se pincent, se frottent les yeux, se cognent la tête contre les murs pour se réveiller en pensant que c'est un cauchemar. Hélas non, ce n'est pas un cauchemar. L'opposition du Parti républicain au Sénat est à la résistance ce que la ligne Maginot fut à la protection de la France. Un leurre, une illusion, une tromperie. Cela dit, les petites graines de résistance, semées un peu partout, vont bien finir un jour par donner des racines fortes sur lesquelles le monde de la résistance pourra s'appuyer pour gagner enfin les combats qu'il mène. Espérons simplement qu'il ne faudra pas attendre l'an 2731 pour qu'apparaissent les premières victoires. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.